Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute en Vrac. Et aujourd'hui, dédicace spéciale à l'une des plus belles sagas de tous les temps. Je parle bien sûr de Jurassic Park. Et aujourd'hui, pour ne pas faire de théorie, on va plus parler des incohérences et des anecdotes dans les trois films. C'est parti pour les premières 5 anecdotes sur Jurassic Park. 1, c'est parti. Saviez-vous que Laura Dern, celle qui joue le rôle de Ellie Sattler, eh bien elle au départ, elle préférait les films indépendants et ne voulait pas jouer dans un blockbuster. C'est un de ses plus proches amis, un certain Nicolas Cage, qui lui aurait conseillé d'accepter le rôle pour Jurassic Park. Richard Attenborough n'avait plus joué depuis 14 ans, depuis le rôle qu'il a repris avec John Hammond. Et oui, malgré tout, mine de rien, 14 ans sans jouer, ça fait beaucoup, je pense. L'actrice jouant le rôle de Lex a obtenu son rôle de manière tout à fait surprenante. En effet, de base, Spielberg, pour les castings, demanda aux candidates de s'enregistrer en train de crier. Bien, le cri d'Ariana fut tellement puissant et bruyant surtout, que même la femme de Spielberg est allée jusque dans la chambre de ses enfants pour voir s'ils allaient bien. Eh ben, franchement, j'aurais pas aimé être là le jour où Ariana a crié. Oh. Les cris des dinosaures proviennent en fait de différents cris d'animaux mélangés entre eux, tout simplement. Vraiment pour vous faire chier, cette petite anecdote, il faut dire ce qui est. Les vêtements portés par Ian Malcolm et John Hammond ont un sens. En effet, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi du noir et du blanc, pourquoi pas du vert et du bleu, bref. Eh bien, en fait, c'est très simple. Si Ian Malcolm porte des vêtements noirs, ça prouve qu'il est pessimiste. Si John Hammond porte des vêtements blancs, eh ben ça prouve qu'il est tout simplement optimiste. Et oui, franchement, ils ne se sont pas fait chier pour trouver la couleur de leurs vêtements. Voilà, tout simplement. Passons maintenant à Jurassic Park 2 et le monde perdu. Et cette fois-ci, on ne va pas parler d'anecdotes, mais bien de 5 incohérences sur ce second volet de la saga. Premièrement, saviez-vous que quand Ian Malcolm va voir John Hammond, eh bien Hammond a besoin d'une canne pour se déplacer. Or, quelques secondes après, plus de canne. Coïncidence? Je ne crois pas. Quand les T-Rex sont venus attaquer la caravane, Eddie arrive pour voir si tout le monde va bien, tout simplement. Mais il y a des livres bien rangés dans la caravane, alors qu'elle est renversée. Moi, je me pose quand même une seule et unique question. Vous connaissez tous Sarah Harding, la magnifique petite amie de Ian Malcolm. Eh bien, elle est déjà sur l'île, mais où est-ce qu'elle a dormi? Parce que, faut pas non plus oublier que c'est quand même Malcolm et compagnie qui arrivent avec la tente, la bouffe, le feu, bref, à peu près tout. Est-ce qu'elle aurait peut-être dormi dans un tronc d'arbre entre deux géants stégosaures? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Quand les dinosaures foutent la merde sur le camp, on voit clairement que le Triceratops qui défonce la tente est un robot. Eh ouais. Ah, moi je l'avais remarqué. Moi je l'avais remarqué. Lorsque Nick et Ian tentent de s'enfuir de la caravane quand les parents T-Rex arrivent, eh ben, on voit quand même Ian Malcolm donner un coup de pied sur la main à Nick. Alors, c'est peut-être du cinéma, mais je pense que Nick a dû quand même bien déguster. Ouh, j'ai mal pour lui. Pour terminer tranquillement cette vidéo, on va parler du troisième, mais pour moi l'un des plus gros navets, Jurassic Park 3, mais cette fois-ci 5 questionnements ou 5 informations, tout simplement, rien que pour vous. Moi, il y a une question que je me pose, une seule. Comment est-ce qu'un garçon de 11 ans a-t-il pu survivre 8 semaines sur une île remplie quand même de tyrannosaures, de vélociraptors, de ptéranodons, alors que en général, les équipages qui arrivent sur cette île ne tiennent pas 5 petites minutes. Et puis, comme dirait Alan Grant, tout simplement, de toute façon, vous ne repartirez sûrement pas vivant de cette île. Je ne sais pas vous, mais dans cette saga, on parle souvent quand même d'un sac porte-bonheur, car faut pas oublier non plus que si la belle Sarah Harding dans le 2 n'attrape pas son sac quand la vitre se brise, tout simplement, elle meurt, elle tombe et elle crève. Et dans le 3, si Billy, son sac ne s'accroche pas à la montagne, bis repetita, quoi, plus près de toi, mon Dieu. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, quoi, il crève. Lorsqu'ils sont dans les anciennes installations d'indigènes, ils trouvent un distributeur, ils prennent à manger, normal. Non, pas normal. Est-ce qu'une nourriture est encore bonne après 8 ans? Est-ce qu'elle ne devrait pas être périmée normalement? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en bouffe, mais une bouffe qui reste 8 ans comme ça, normalement c'est périmé. Ouais,
Mais la meilleure question que je me pose, c'est comment une putain de caméra a-t-elle pu tenir 8 semaines à une humidité quasiment tropicale? Alors, je ne suis pas expert en caméra, mais pour moi une caméra qui reste 8 semaines à une humidité telle qu'à Isla Nublar, voilà. Ou Isla Sorna, bien évidemment, mais après 8 semaines sur une de ces deux îles, voilà. Pour moi la caméra ne va plus, capoute, au revoir, bye, voilà. Et bien voilà, le parc ferme ses portes dans la Minute en Vrac. J'espère que cet épisode vous aura plu, tout simplement. Voilà, veuillez encore m'excuser pour la luminosité, mais voilà, il faudrait que je me trouve des spots lumineux, mais voilà, j'y peux rien, c'est ma chambre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as aimé, mais n'hésite pas à laisser un pouce vert ou un pouce bleu. N'hésite pas à partager la vidéo ou tout simplement à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis de toute façon, comme dirait un certain John Hammond, j'ai dépensé sans compter.